Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par Dynamic Workplace et elle a pour thème Immobilier de bureau, comment créer de la valeur d'usage. Alors pour en parler comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux sont parmi nous. J'ai cité Philippe Morel, Laurence Etchely, Mathieu Latil, Nelson Bakagem. Et on commence par retrouver Philippe Morel pour une présentation de son entreprise Dynamic Workplace. Bonsoir à tous et à toutes. Merci en tout cas d'être parmi nous ce soir. Philippe Morel, moi j'ai un parcours notamment de 12 ans dans le groupe Bouygues, ce qui m'a permis notamment de créer une entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Wojo, qui a été revendue entre autres donc au groupe Accor en 2017 et qui m'a permis d'ailleurs, parce que c'était un des métiers qui n'a pas été conservé, eh bien, de créer Dynamic Workplace en 2019. Voilà. Et Dynamic Workplace, notre métier, eh bien, c'est d'être bureau d'études valeur d'usage, AMO valeur d'usage auprès de nos clients utilisateurs et investisseurs notamment. Et vous avez quelques représentants parmi nous ce soir. Peut-être en quelques mots, vous présenter voilà, qui nous sommes. Donc, Dynamic Workplace, c'est une jeune entreprise. Nous sommes aujourd'hui donc, déjà installés vous voyez, un peu partout en France et pas uniquement en Ile-de-France. On rayonne sur des secteurs d'activité qui sont assez multiples, mais particulièrement, c'est vrai, auprès des acteurs publics et parapublics, et notamment auprès de Pôle emploi qui est parmi nous ce soir avec Laurence. Nous traitons des actifs aujourd'hui, pas que tertiaires d'ailleurs. Nous, vous allez le voir, la création de valeur d'usage, elle se fait au travers de ce qu'on appelle des bâtiments partagés et opérés. Mais cette notion de bâtiment partagé et opéré, elle se fait bien sûr en priorité dans l'immobilier tertiaire, on parlait ce soir, mais de plus en plus, et c'est plus surprenant peut-être, eh bien, nous commençons à adresser des sujets d'usines opérées, usines partagées et opérées. Donc on a fait notre première usine dans ce sens, et également d'espaces, commerce, d'hôtellerie et de logistique. Alors pourquoi créer de la valeur d'usage? Parce que c'est quand même le sujet de ce soir. On est dans un marché aujourd'hui qui est très détonnant, dans tous les sens du terme. Ce que l'on peut vous dire, encore une fois, nous, Dynamic Workplace, notre métier, c'est d'être un peu centimier. Notre ADN, c'est un ADN d'exploitant. C'est-à-dire qu'on va avoir une lecture du bâtiment tertiaire, inoccupé, en projet, inoccupé ou occupé, qui va être vraiment une lecture très opérationnelle. Et pour cela, d'ailleurs, vous verrez juste après, on a créé un référentiel de valeur d'usage pour tangibiliser les éléments, les 400 critères qui pour nous constituent vraiment des éléments significatifs de valeur d'usage dans les bâtiments tertiaires et qui nous permet de réaliser ce qu'on appelle un diagnostic de performance d'usage, un DPU. Aujourd'hui, sur l'Île-de-France, on a fait un peu plus de 55 DPU sur différents bâtiments. On ne compare pas d'ailleurs les bâtiments entre eux, c'est pas ça qu'on compare, c'est pas ça qu'on audite d'ailleurs. Ce que l'on compare, ce qu'on audite, c'est ce qu'on compare, c'est la valeur d'usage qu'ils délivrent. On a tous un téléphone portable, on ne va pas comparer notre téléphone portable avec celui de notre voisin ou de notre collègue. Par contre, on va comparer les fonctionnalités, la valeur d'usage du téléphone portable qui nous est ce qu'il nous apporte par rapport à ce qu'apporte éventuellement le téléphone portable de son collègue ou de son voisin. En réalisant ces diagnostics de performance d'usage, on va constater deux choses qui pour nous sont très significatives. Alors d'ailleurs, avec notre ancienne casquette d'exploitant, on les avait déjà identifiées, mais elles étaient beaucoup moins fortes. D'une part, le nombre de mètres carrés ou le pourcentage de mètres carrés inutilisés. C'est-à-dire, schématiquement, vous prenez un bâtiment tertiaire, dans tous nos audits, pré-Covid, on était à peu près à 25% des surfaces qui n'avaient pas d'usage. En charentais, on appelle ça des rats-à-coins. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des espaces, on pourrait s'en passer, ça ne changerait absolument rien à l'organisation de travail de l'entreprise ou des entreprises à l'intérieur du bâtiment. 25%, et aujourd'hui on est à 40% des surfaces qui mécaniquement, structurellement n'ont pas d'usage, n'ont pas d'intérêt pour les entreprises et leurs collaborateurs. Pour quelles raisons? Prioritairement parce qu'on a digitalisé nos modes de travail, indépendamment de toute forme de flex-office. On a digitalisé nos modes de travail et donc on a une consommation, quand on vient dans nos espaces de travail, sur un site, et on a une consommation, un besoin de mètres carrés qui s'est profondément réduit. Et tous les bâtiments aujourd'hui sont encore conçus et construits pour accueillir à peu près 10 à 12 mètres carrés SUBL, surface utile brute locative par poste de travail. Aujourd'hui, on serait à 8, ça ne changerait absolument rien. Donc, premier item, évidemment, une réduction massive des mètres carrés utilisés, nécessaires. Et puis le deuxième point, c'est sur la base des mètres carrés qui sont réellement utilisés, sur la base des nombres de postes de travail qui sont réellement installés dans les bâtiments tertiaires, on note depuis le début des années 2000
2010 et particulièrement depuis évidemment, le Covid, eh bien, une réduction massive du taux d'occupation, du taux d'utilisation de ces mêmes postes de travail. Aujourd'hui, en moyenne, sur 5 jours, de 9h à 19h, on a un taux d'utilisation, un taux d'occupation, ce qu'on appelle le taux d'occupation réel des postes de travail, inférieur à 30%. Sur certains bâtiments, pas qu'à la Défense d'ailleurs, le vendredi, on est à des taux inférieurs à 10%. Donc c'est vrai que quand vous avez à la fois un bâtiment qui n'est pas très dense et à la fois des postes de travail qui sont très très peu utilisés, eh bien, vous arrivez à des situations où l'utilisateur se dit « je vais fermer le vendredi », par exemple. Pour nous, fermer un site le vendredi, c'est catastrophique. C'est une usine à produire des idées, donc fermer l'usine qui produit les idées de l'entreprise, c'est difficile. Schématiquement, ce qu'on constate, encore une fois, avec notre regard très opérationnel, c'est que tous nos clients utilisateurs ont un nouveau cahier des charges qu'ils expriment très très fortement. Le premier, c'est ne plus louer des surfaces vides, des surfaces inoccupées. Donc, avoir un taux d'occupation réel des postes de travail ou des surfaces louées qui soit réellement le plus important possible. Et revenir à ce qu'on appelait jusqu'à présent, pré-Covid, un taux d'occupation qui était raisonnablement autour des 50-60%. Le deuxième point, et là, à la fois l'impact social, sociétal et puis le contexte général, invite tous les utilisateurs à piloter le bilan carbone de leur entité, de leurs entités. Troisième point, c'est la réduction du coût global par collaborateur. Ça veut donc dire le pilotage du coût global par collaborateur. Maintenant, on ne loue plus simplement, puis après, on ne regarde pas ce qui va se passer à l'intérieur du bâtiment. Là, maintenant, on rentre dans le détail de ce que coûte réellement chaque utilisateur au regard de son impact immobilier. Ça donne donc une demande vers de nouveaux actifs tertiaires, de nouveaux bâtiments. D'une part, des bâtiments plutôt multi-occupants. Par nature, même tous nos clients utilisateurs qui sont mono-occupants sont des multi-occupants. C'est-à-dire ce sont des acteurs qui, peut-être qu'il n'y a qu'un seul preneur à bail, mais à l'intérieur, vous allez avoir un redécoupage entre les entités, un refinancement du coût d'utilisation de l'actif redéployé entre les différentes entités. Le deuxième point, c'est offrir une vraie valeur d'usage élevée, on va voir de quelle façon. Puis le troisième point, c'est proposer des solutions flexibles. Et tout ça, ça donne une lecture tout à fait différente du marché, d'Île-de-France bien sûr, mais même d'ailleurs en France et à l'international. On a l'essentiel de l'offre du marché tertiaire qui se situe plutôt en bas de l'échelle de la qualité des prestations et la qualité de la gestion opérationnelle réellement fournie à l'intérieur des bâtiments. Et le deuxième point, le deuxième angle, c'est la capacité finalement des bâtiments à être flexibles, à offrir une offre, ce qu'on appelle plug and play, elle est relativement modeste aujourd'hui. Ce qui veut donc dire qu'il y a un grand décalage qu'on vit tous aujourd'hui au quotidien entre d'un côté la nature de l'offre qui est disponible et de l'autre côté les nouvelles attentes des utilisateurs qui eux-mêmes sont sous la pression d'ailleurs de leurs propres collaborateurs. Alors comment créer de la valeur d'usage? Pour ça, je vous le disais à l'instant, on a créé donc un référentiel de valeur d'usage qui contient 400 critères, et ces critères-là sont pour nous, d'ailleurs c'est notre outil métier, c'est notre outil de travail, c'est notre méthode de travail, qui nous permet de passer, de scorer chacun des 5 piliers, vous les voyez ici, et de les ranker aussi par rapport à la concurrence. Ce que l'on fait, c'est qu'on a, en termes de qualité d'usage intrinsèque, ce que délivre intrinsèquement l'actif, indépendamment de son utilisation, vous avez 4 piliers essentiels pour un opérateur. D'une part, vous avez tous les éléments liés aux équipements techniques et au fonctionnement technique du bâtiment, y compris d'ailleurs dans cette dimension capacitaire. On en parle encore trop peu, on a la chance d'avoir des bâtiments aujourd'hui qui sont très bien conçus, mais qui sont aujourd'hui trop peu utilisés, en tout cas par rapport à leur capacitaire. Le deuxième point, c'est toute la programmation des espaces et des usages. Là, on a aujourd'hui un fonctionnement des bâtiments qui est très perfectible dans la répartition des usages. Ça, c'est le deuxième point. Le digital, on en parle à l'instant, le digital, le maître mot aujourd'hui, en tout cas pour une grande partie de nos clients utilisateurs et de plus en plus investisseurs, un bâtiment qui est muet est un bâtiment qui n'a plus de valeur. Alors, un bâtiment qui est muet, c'est un bâtiment qui ne donne pas à ses utilisateurs, et à son propriétaire d'ailleurs, les données d'usage. Et on ne parle pas que de la GTB, on parle de l'ensemble aujourd'hui des équipements techniques, technologiques qu'on intègre dans les bâtiments. Donc, capter d'une part et transmettre l'information du mode d'utilisation du bâtiment devient une condition absolument essentielle, incontournable de sa commercialisation. Le quatrième point sont tous les éléments serviciels. On voit beaucoup de bâtiments évidemment avec plein de services à l'intérieur, mais ça n'a pas forcément de sens. La notion de retail d'ailleurs, donc de parcours utilisateur à l'intérieur des bâtiments, eh bien, c'est quelque chose qui est encore extrêmement récent chez les acteurs tertiaires, de l'immobilier tertiaire. Ça, ces 4 qualités, on pourrait les nommer qualités indispensables, nécessaires, mais pas suffisantes. La cinquième, qui est très largement d'ailleurs sous-estimée, voire inabordée quelque part par
les acteurs de l'immobilier aujourd'hui, de notre point de vue, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intensité d'usage. C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'exploitation. Tout ce qui va être réellement permettre eh bien, de générer cette fameuse attractivité des bâtiments tertiaires. Et donc, qualité d'usage et intensité d'usage vont permettre de créer ce qu'on appelle la valeur d'usage. Et d'ailleurs, alors on peut se dire, mais ça, c'est uniquement une lecture d'utilisateur, mais c'est de plus en plus aussi une lecture, y compris réglementaire. Quand on regarde le décret tertiaire, c'est l'une des premières fois, et les décrets qui suivent sont de même nature, l'une des premières fois où on a à la fois un décret technique, technologique, mais aussi un décret d'usage qui invite propriétaires et utilisateurs à maximiser, à intensifier l'usage que l'on fait, qu'ils font de leurs espaces de travail, avec des bonus et des malus. Donc on voit bien qu'on est dans cette logique-là où le bâtiment se met au service d'utilisateurs et de propriétaires et qui eux-mêmes doivent être vertueux dans le comportement, dans l'utilisation qu'ils font de leur surface, de leur mètre carré. Alors, une fois qu'on a fait ça, beaucoup de choses restent à faire. Évidemment, ça nous donne une lecture du bâtiment, une lecture de la valeur d'usage du bâtiment. Sans vous décrire tout ce que l'on fait, on a la chance, et ils seront là d'ailleurs parmi nous tout à l'heure, mais on a la chance aussi d'accompagner depuis maintenant 4 ans, depuis la création d'ailleurs de Dynamic Workplace, le groupe Vinci, où directement pour son nouveau siège social, Archipel à Nanterre, sur 5 bâtiments, 74 000 m², eh bien, nous avons carrément créé, pour le compte de Vinci SA, de la holding, son opérateur de coworking, son Wojo, son WeWork privatif. C'est-à-dire que vous avez bien un seul propriétaire, vous avez bien un seul locataire, un seul preneur à bail. Donc on a créé pour le compte de Vinci SA la société qui s'appelle Aviso. Et cette société, qui n'a pas vocation à être présente très fortement sur le marché, mais elle est l'unique acteur, preneur à bail du bâtiment, qui va dialoguer avec les 19 entités, les 19 sièges sociaux qui sont présents à l'intérieur du siège global de Archipel, donc de Vinci à Nanterre. Et donc, cette société va se comporter exactement de la même façon qu'un opérateur type WeWork, Wojo, Morning ou d'autres. C'est-à-dire que cet opérateur héberge les entités du groupe, donc les 19 entités du groupe, 19 sièges sociaux, non pas sous forme d'un bail de sous-location, mais sous forme d'un contrat de prestation de service où tout est compris. Impôts, taxes, charges, l'ensemble des prestations sont intégrées à l'intérieur du contrat que nous avons signé avec chacun d'entre eux. Autant vous dire que l'ensemble des directeurs financiers, quand il a fallu revoir la copie financière de l'impact des coûts énergétiques depuis le 1er janvier, où cette facture a fait x4, évidemment, eux, ce n'est pas leur sujet. C'est le sujet de la société d'exploitation. Donc il y a cet acteur-là qui a des codes de l'hôtellerie, qui a donc un modèle économique, mais aussi un modèle serviciel à adresser. Eh bien, c'est cette entité-là qui prend ce risque, qui gère ce risque et qui met en place, bien évidemment, tous les plans de remédiation pour pouvoir réduire la facture. Assure l'ensemble des prestations, soutient le déploiement de la stratégie RSE du groupe. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, donc ça c'est vraiment un peu le cas vraiment un peu extrême, on va vraiment dans cette logique de bâtiment partagé. On voit bien que c'est un unique siège social, oui, mais à l'intérieur, quand on rentre dans le détail, on voit qu'on a à l'intérieur énormément de sièges sociaux, énormément de BU, énormément d'équipes, de tribus qui fonctionnent à l'intérieur de ce bâtiment et qu'il faut bien un opérateur pour réparer tout ça. Et puis, on a la chance de les accueillir ce soir. Eh bien, parmi nos clients, on compte Pôle emploi, avec Laurence qui va se présenter juste après moi. Et donc là, on a, entre autres, réalisé donc, le diagnostic de performance d'usage d'un des sites de Pôle emploi pour la DSI, pour la Direction Générale DSI de Pôle emploi, et accompagner cet utilisateur dans l'expression de besoin. Et puis juste après, avec Mathieu, eh bien, on va détailler ce que l'on a pu faire pour, cette fois-ci, côté propriétaire, eh bien, un diagnostic de performance d'usage qui permet ce qui est aussi un acte d'ailleurs de transparence entre le propriétaire et son ou ses locataires, de façon à ce que l'ensemble des éléments, parfois très positifs, c'est le cas d'ailleurs sur cette opération Boost, mais parfois aussi des points de vigilance ou de négociation d'ailleurs avec les futurs locataires, eh bien, soient transmis aux locataires de façon très transparente. Mais là aussi, Mathieu en parlera. Voilà pour une c'est parfait, très bon présentation. timing, Philippe. Merci beaucoup. Laurence, est-ce que c'est un job sympa, directrice de l'environnement au sein de Pôle emploi? Parce que tu as l'air radieuse en tout cas. Hein. Écoutez, merci beaucoup. Oui, c'est très sympa. C'est très sympa. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'institution, donc je pense que je m'y plais. Bon. Alors on part de la création de la valeur. Le périmètre du job, d'abord, votre job c'est quoi? Et puis ensuite la valeur.
Alors, au niveau de mon job, moi, je suis responsable de la partie immobilier de la DGASI. Donc, juste peut-être un rappel, je ne vais pas parler de Pôle emploi, vous connaissez tous Pôle emploi, mais plus vous décrire un peu le parc immobilier peut-être et l'organisation. Donc, on a une direction générale et des directions régionales sur tout le territoire national et les DOM-TOM. Au niveau du parc immobilier, ça représente un peu plus d'1 millier de mètres carrés. On a 1 millier de sites, ce qui veut dire qu'on est sur un pourcentage de 80% sur des agences, le reste sur des structures. En termes de collaborateurs, on est 58 000 à peu près, un petit focus. On a, bien sûr, vous le connaissez, sur les conseillers pour l'emploi. On a aussi la relation entreprise. On a des psychologues de Pôle emploi, des psychologues du travail qui représentent 2%. Et au sein de la DGASI, on est sur un parc immobilier de 52 000 mètres carrés. Sur ce parc immobilier dont lequel je gérais la responsabilité, ça représente 12 sites et on est à 80% locataires de nos bâtiments. On a 3 sites propriétaires qui sont des sites de production, type data center et sites de production éditique. Et en termes de budget, au niveau de la DGASI, ça représente au niveau du parc immobilier un budget de 19 millions d'euros. On a 30% qui concerne tout ce qui est charges locatives, loyers. On a 10% qui concerne l'investissement. Et le reste, toutes les 30% sont des charges de fonctionnement. Et à ce titre-là, tout à l'heure Philippe parlait de la partie exploitation, on voit bien que c'est aussi un élément important sur les 5 piliers que représente l'exploitation de nos bâtiments. Et la valeur d'usage, pour revenir au sujet qu'on a aujourd'hui, et je suis ravie d'en échanger avec vous, qu'on a en tout cas mis en œuvre au sein de la DGASI, est un véritable atout pour travailler justement sur l'exploitation des bâtiments, sur l'organisation et surtout sur la stratégie et le schéma pluriannuel du SPSI en fait, que l'on a nous, puisqu'on est régi par la DIE, Direction immobilière de l'État. Et on a aussi des règles à respecter. Mais comment respecter ces règles avec du bon sens, c'est tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Alors Laurence, le quotidien et les problématiques et les enjeux, c'est quoi exactement ? Alors nos enjeux, nous, on est sur des plans pluriannuels de 4 ans. Donc aujourd'hui, on est sur un plan 2024-2028, on finit le plan précédent. Sur les enjeux, c'est d'arriver à appliquer les directives de l'État, bien évidemment, mais avec de leur donner du sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur une réduction de mètres carrés qui serait purement mathématique, mais c'est de donner du sens à cette réduction et d'apporter une qualité à ce que l'on va mettre au niveau de nos immobiliers, de nos mobiliers. Sur ce que je disais, la valeur d'usage, c'est d'abord du bon sens. Enfin, c'est pas autre chose que du bon sens. On ne prend pas des mètres carrés pour les réduire et on dit on rentre les collaborateurs comme ça. Il faut leur donner vraiment ce sens et l'usage, c'est-à-dire étudier l'existant. Et c'est ce qu'on fait dans le dialogue de diagnostic de performance. Travailler sur les besoins, identifier les besoins et faire de la projection. Et en ce sens-là, on arrive à travailler sur notre stratégie immobilière. Ça donne aussi un cadre, un référentiel, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, et ça nous permet justement d'adopter une stratégie immobilière sur l'ensemble de notre parc. Tout à l'heure, Philippe fait référence à parfois 30% de bureaux utilisés. Au sein de Pôle emploi, on est dans la moyenne. Qu'est-ce qui se passe chez vous dans vos bureaux, là, le lundi, le vendredi, par exemple ? Et le mardi, mercredi, jeudi aussi. Je crois qu'on a tous été touchés par la crise Covid aussi, qui a quand même fondamentalement changé certaines mentalités et modes de fonctionnement. Nous, on était déjà en télétravail 1 jour par semaine. Le Covid a prouvé que l'on pouvait tous travailler à domicile, y compris les prestataires. Voilà, qui ne sont pas des collaborateurs internes, mais que l'on loge parfois en in situ. Et je crois que à ce niveau-là, ça a changé pas mal de choses. On s'est rendu compte qu'on pouvait travailler plusieurs jours à son domicile. Aujourd'hui, on est à 3 jours de télétravail. 3 jours de télétravail ? Ouais, et on est en expérimentation, que personne ne m'entend, à 4 jours sur site par mois. Voilà, sur des expérimentations. Donc vous imaginez bien que sur un parc de, ne serait-ce qu'à la DSI, de 52 000 mètres carrés, ce que ça représentait. Et effectivement, les lundis, vendredis sont des jours, vous arrivez des fois sur un étage à 1800 mètres carrés, on est 5, quoi. Donc, au regard des enjeux de la stratégie immobilière, mais aussi des enjeux sociétals, enfin, je veux dire, on le voit aujourd'hui, on est tous sur la partie RSE, diminution de la consommation énergétique. On a aussi de l'humain, à gérer de l'humain, et des coûts. C'est-à-dire que comment faire revenir les collaborateurs alors qu'on est 5 sur un plateau, comment respecter nos engagements RSE. Ça, cet élément. Et puis, le coût financier, je vous disais tout à l'heure, nous, ça représente 30% le fonctionnement, mais la valeur locative, c'est 60%. Donc, c'est énorme pour des bâtiments qui sont
Elle est vide, ou quasiment vide. Donc ça, je pense que ce changement est important. Il faut accompagner ce changement. Ce n'est pas en appliquant, je dis, 10 mètres carrés par agent, enfin les référentiels ou les normes ou les recommandations, qu'on arrivera à reloger ou refaire revenir les collaborateurs. Donc il faut y trouver un sens. Et le diagnostic de performance aide énormément. En fait, ça nous permet vraiment d'analyser au plus proche les besoins des collaborateurs, de les étudier, d'avoir comme disait tout à l'heure Philippe, il y a les 5 leviers. Le bâtimentaire est important, étudier l'existant du bâtiment d'un point de vue technique, architectural, d'étudier le côté digital. Enfin, on le voit bien, on doit être connecté partout, que vous alliez dans un étage ou que vous alliez sur une terrasse ou quelque autre, il faut qu'on soit connecté. Et aujourd'hui, il y a pas mal de bâtiments, nous on l'a vu sur des irritants où le téléphone ne passe pas. On a la partie aussi espace et aménagement. Il faut réaménager ces espaces et leur donner une dynamique. Alors, les open space, je ne suis pas pour et je pense que c'est fini. Mais faire revenir les collaborateurs en mettant un baby-foot, j'y crois pas. Et ni une table de ping-pong. Alors que sur 1800 mètres carrés, t'en mets des baby-foot quand même. Hein. Ouais, on en met, mais en fait, faut-il avoir des gens pour jouer au baby-foot? C'est vrai aussi. Quoi. Voilà. Donc, le baby-foot n'amène pas les collaborateurs à revenir. Donc, il faut trouver le côté serviciel qui soit nécessaire. Et puis, l'exploitation du bâtiment, ça a un coût. Donc, si on utilise un certain nombre d'espaces, il faut pouvoir aussi l'exploiter de manière optimisée. Et ce phénomène télétravail, il concerne au sein de Pôle emploi l'ensemble des collaborateurs, que ce soit des jeunes pousses de 20-25 ans ou alors des personnes plus expérimentées? Alors, ça concerne tout le monde. Évidemment, quand vous êtes jeune recruté, il faut attendre 3 mois avant d'avoir la possibilité d'avoir le télétravail. Mais ça concerne quel que soit le collaborateur, et y compris en agence. Alors, le nombre en agence n'est pas de 3 jours, puisqu'on est pour répondre aux demandeurs de l'emploi. Oui. Les 3 jours sont pour les structures, l'accord national pour les structures. Mathieu, alors c'est quoi? C'est le type sympa qui parle ou c'est le Satan? Parce qu'on représente les fonds d'investissement américains quand même dans l'investissement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors le clivage est intéressant parce que vous aviez effectivement un visage plutôt de l'entité publique à ma droite et c'est un plaisir de partager, merci de cette invitation, vous donner ce ressenti davantage côté privé. Vous aurez les deux visages. Non, mais t'es sympa, je plaisante. Invesco, un petit mot, ça représente quoi en termes de gestion d'actifs et de métiers? Alors, le groupe Invesco, c'était une société cotée aux États-Unis. J'ai la chance de travailler pour la partie immobilière, pour la partie européenne. Je m'occupe des investissements et de l'asset management. C'est 50 bureaux dans le monde, 8000 collaborateurs. On a 8 bureaux en Europe. Pour la France, majoritairement, on est sur une thématique et une typologie d'actifs composée de 99% de tertiaire, le 1% résidentiel étant marginal, mais sur opportunité. On a 60% de bureaux, 35% d'actifs logistiques, locaux d'activité et également, comment dirais-je, les thématiques light industrial dont on verra et on parlera tout à l'heure, notamment en lien avec la valeur d'usage. 5% dédiés à la partie retail et le petit pourcent de résidentiel dont on parlait tout à l'heure. En France, c'est 35 personnes pour le bureau parisien, dont 15 personnes dédiées au bureau immobilier. Et les propos de Laurent tout à l'heure sur les taux d'occupation, le télétravail, c'est dramatique pour toi tout ça, non? Alors c'est dramatique, c'est une tendance. Alors dramatique, j'irai pas jusque là. On a et vous l'avez parfaitement souligné, dans la multiplicité des secteurs économiques confondus, on parle souvent de l'avant et de l'après-Covid. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un mal pour un bien, mais en tout cas on a des leçons à tirer de ce qu'on a traversé et ce qu'on a vécu de manière assez inédite. Et à ce stade-là, je dirais, c'est une cible, c'est une l'objectif, vous savez, alors au sein d'Invesco, et je reconnais quelques confrères dans la salle, on a tendance à considérer le locataire comme le client final, contrairement à parfois d'autres confrères qui auront tendance à vous dire que c'est le fonds de manager. La rentabilité des fonds que nous gérons chez Invesco provient de la rentabilité escomptée par les loyers, en tout cas les loyers qui en découlent. Et on doit évidemment adapter les actifs en termes d'usage. La valeur d'usage est aujourd'hui un phénomène qui nous permet de la qualifier, de la quantifier. Mais en réalité, cette thématique d'usage, elle existe depuis toujours, ne serait-ce que par la différenciation et les typologies ou le choix des utilisateurs d'aller se porter vers telle ou telle région ou telle typologie d'actifs. On parlera des volumes, des hauteurs sous plafond, des capacités de portance au niveau des sols. Aujourd'hui, elle est présente, on la quantifie, on sait l'identifier. Et on s'en sert aujourd'hui pour être un élément décisif et décisionnaire pour le choix d'un actif au profit des utilisateurs et des équipes dont on parlait tout à l'heure. La valeur d'usage, on en parle? Avec grand plaisir, on est là pour ça en tout cas. La thématique chez nous, elle peut représenter, dans une expérience passée, on imaginait souvent que des entreprises, notamment dans le secteur industriel, allaient parfois allouer 50 à parfois même 70%
du chiffre d'affaires et des bénéfices nets réalisés à la recherche. La valeur d'usage est une thématique de recherche chez nous. On a la chance de la partager dans le partenariat qui nous lie à Dynamic Workplace que représente Philippe aujourd'hui. C'est une thématique dans laquelle on est capable d'allouer 10, 15, 25, parfois plus, de la valeur globale de l'actif pour répondre aux besoins futurs, répondre à l'utilisateur qui l'occupe. Il n'y a pas pire qu'un actif vacant dans le patrimoine d'un institutionnel, et particulièrement celui que je représente. L'idée pour nous étant d'offrir la possibilité post-Covid de tirer les leçons, mais surtout d'offrir la possibilité aux utilisateurs de trouver leur compte, d'avoir et de ramener les équipes leur permettant de phosphorer, et en tout cas de se retrouver dans un lieu commun au niveau d'une stratégie d'entreprise qui est celle qui lie les collaborateurs entre eux. C'est une thématique, la valeur d'usage, qu'aujourd'hui on identifie, qu'aujourd'hui on est capable de quantifier et de qualifier, et qui est une thématique d'avenir chez globalement tous les professionnels institutionnels ou non de la place dans la typologie tertiaire que nous représentons majoritairement ce soir. Ouais. Donc le marché des bureaux à terme, à moyen terme, il est enthousiasmant, il est positif, il faut être réaliste. Il est fait de cycles, comme beaucoup l'ont connu. Il est fait de renouveau, il est fait de révolution, et il a un bel avenir devant lui. Il est fait d'une manière où aujourd'hui il a été chamboulé, très clairement. Le chiffre caché que je vous partagerai ce soir avec grand plaisir, c'est 15%. Le marché de bureaux aujourd'hui émet une thématique autour des 15% qui se ventile de deux manières. La première, c'est que si vous étiez, avant le Covid, locataire de 1000 m², on va prendre une base 1000 pour simplifier la réflexion, en réalité, vous avez un besoin au niveau de vos effectifs et au niveau de votre activité de réallouer 15% des surfaces louées, donc 150 m², aux thématiques et aux piliers, donc 4 ou 5 même qu'on citait tout à l'heure. Si vous étiez en recherche avant le Covid de 1000 m², en réalité aujourd'hui, pour les motifs qu'on a expliqués tout à l'heure, on n'en aurait besoin que de 850, parce qu'on a identifié un format, un turnover, une tournante au niveau des effectifs et des postes occupés, la valeur du poste, le coût intrinsèque. La charge immobilière est globalement dans le P&L d'une entreprise, ou en tout cas dans les comptes courants, la thématique qui pèse le plus lourd, et elle se doit d'être optimisée, et la valeur d'usage est à notre sens une thématique et un moyen d'y parvenir. Donc un grand intérêt, et également au sein d'Invesco une possibilité de l'encourager, soit de type de mécénat, soit en sponsor direct, voire avec le partenariat qui nous lie. On les met, ces DPU, ces diagnostics de performance d'usage, au profit de nos utilisateurs. On est capable même de s'engager dessus, d'en faire une annexe au niveau des baux commerciaux qui nous lient à nos utilisateurs, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une feuille de route qui nous paraît tout à fait légitime et une thématique d'avenir sur laquelle on ne sera pas les plus discrets, voire au contraire, on aura tendance à le partager et à en faire une priorité d'avenir. Absolument. Combien de mètres carrés pour tes bureaux, sachant que vous êtes 35 collaborateurs? Aujourd'hui, on avait 1000 m² avant le Covid, c'est une bonne question. 1000 ça. à 35. Exactement. Alors, on avait fait aussi des baby-foot. Alors, le fait est qu'il y a eu une recentralisation. On parlait des 8 bureaux en Europe au sein d'Invesco. Certains départements ont été réalloués, réagencés. Aujourd'hui, c'est 555 m² pour nos 35 collaborateurs. On est à peu près un ratio de 1 pour 12 pour ce qui est de la partie immobilière, et c'est un ratio fort confortable, notamment lié au niveau d'occupation qu'on citait tout à l'heure. Le poste des équipes dans lesquelles je travaille, ou si vous voulez que je parle du mien, le niveau d'utilisation il est à taux zéro quand je suis en déplacement, et notre métier c'est majoritairement des déplacements. Il faut aller au contact de ces actifs. J'ai eu une expérience dans le passé en pierre-papier. Quand vous avez 115 lignes à gérer et quand vous avez 28 ans, vous êtes plutôt un pompier qu'un asset manager, et vous intervenez que lorsqu'il y a le feu, un congé ou un problème de conformité ou un départ, un congé locatif ou un départ de locataire. À ce stade-là, notre thématique chez Invesco, on a une tour à la Défense qui s'appelle la tour emblème, sur laquelle on a des ratios inférieurs, mais pour autant compatibles avec le code du travail. Et on sait, aux besoins de l'utilisateur, les monter sur des thématiques de confort, suivant l'adresse, suivant le cahier des charges du locataire. Tout ça en lien encore avec la thématique de la valeur d'usage. Et sur les 35, le télétravail, ça représente combien chez vous, 7 sur 7? Alors, vous avez l'Amérique puritaine qui vous parle, c'est 0 jour. C'est pas un choix, c'est une liberté qui est offerte aux collaborateurs. L'objectif étant d'avoir la possibilité de répondre aux enjeux, aux objectifs. Qu'ils soient réalisés à la maison
de manière... on a le décalage horaire qui joue pas mal chez nous et il faut le prendre en compte. Il faut également tenir compte, en l'occurrence, encore une fois, des leçons tirées du Covid. Il n'y a pas d'obligation contractuelle au sein de nos contrats de travail pour trahir un secret professionnel en lien avec le passage ou le temps passé obligatoirement au bureau. On encourage la multiplicité des échanges, le côté phosphore partage au niveau des équipes, et ça, généralement, ça se fait au bureau, mais ça peut se faire par d'autres moyens de connectivité, qui est l'un des piliers de la valeur d'usage dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il n'y a pas vraiment de règles d'usage en lien avec le télétravail chez nous, mais pour autant, on l'encourage aux besoins du collaborateur s'il souhaite se l'amender lui-même. Merci Mathieu. Alors Nelson, ta boîte, tu l'as créée quoi, il y a longtemps? Il y a 2 ans à peine. Il y a 2 ans. Ouais, et avant, tu étais un salarié tranquille. Maintenant, tu prends des risques, tu es entrepreneur, c'est ça? On peut dire ça, oui. Effectivement, j'ai passé un peu plus de 20 ans dans les grands cabinets majors du conseil en immobilier entreprise, CBRE et Colliers International, pour ne pas les citer. Oui. Donc, c'est un peu plus de 20 ans de mon expérience professionnelle. Et il y a 2 ans, donc, j'ai décidé de créer Stratton & Partners. Et donc, j'ai rencontré dans mon chemin entrepreneurial les équipes de Dynamic Workplace et donc Philippe Morel. Et donc, on a noué un partenariat exclusif ensemble. Alors, tu dispenses quel type de conseils et qui sont tes clients? Alors, mon domaine d'action, c'est plutôt les utilisateurs, mais aussi par, on va dire, le truchement de mon expérience passée, les investisseurs, puisque je commercialisais des immeubles de bureau au sens brokerage du terme, donc commercialisation pure. Et la thématique de l'utilisateur a toujours été pour moi passionnante, parce que c'est un regard croisé par rapport à l'immeuble et l'expérience exploitation qui, j'allais dire, devait, entre un propriétaire à la recherche d'un rendement maximal et un locataire à la recherche de la bonne surface, de faire de la convergence d'intérêts sur le point d'intéressage qui est l'immeuble. Voilà. Alors, cette valeur d'usage, c'est le sujet du jour. Elle rentre comment dans la réflexion stratégique de tes clients? Comme on l'a largement souligné à travers le prisme de Laurence et de Mathieu, elle est au cœur des entreprises, parce que, comme le soulignait Mathieu, le loyer, ça reste le deuxième poste de dépenses après les salaires, donc c'est un élément important. La valeur d'usage, en fait, elle est la préoccupation première désormais des directions d'environnement de travail, comme à l'image de ce que Laurence a expliqué, mais aussi de manière plus large des directions générales d'entreprise, attachées bien sûr à l'impact financier de ces loyers qui sont très onéreux, et à plus forte raison lorsqu'ils sont sous-occupés ou mal occupés, et aussi également l'impact environnemental sur le bilan carbone des consommations de surface. Les perspectives dans ces métiers-là, dans l'immobilier, tu partages l'enthousiasme, en tout cas le côté positif de Mathieu précédemment? Tu partages le côté positif de Mathieu? Oui, alors on est, de ma petite expérience, on a quand même un changement de code, un changement de paradigme. L'aspect télétravail est quand même aujourd'hui très prégnant dans l'entreprise. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y aura un retour en arrière. Donc il y a quand même une décroissance en termes de consommation de surface. Donc on consomme moins, mais on consomme mieux. Et le mieux, justement, passe par l'analyse de la valeur d'usage d'un actif, de l'actif qu'on occupe, mais aussi de l'actif qu'on projette demain pour accompagner la transformation de son entreprise. Et au niveau national, il y a des disparités? C'est homogène entre l'Île-de-France et les autres régions? On raisonne différemment, on vit différemment? Alors, je pense que c'est lié à l'impact prix de l'immobilier résidentiel, notamment. On a observé récemment, on a interviewé un grand client qui a une présence internationale et nationale, et il nous disait que les taux d'occupation de ces immeubles de bureaux étaient fonction de la pression sur les prix résidentiels de certains secteurs. Dit autrement, plus la pression immobilière est forte dans des grandes métropoles, grandes capitales, plus on a tendance à accentuer le télétravail. Et inversement, quand on a une pression immobilière qui est plutôt détendue, on a une tendance à... et ça, c'est un phénomène d'un point de vue qui n'est pas que national, mais international. Alors, à la première question, la réallocation de ces mètres carrés, c'est une tendance de marché qui nous est révélée par les brokers, commercialisateurs et partenaires avec lesquels on travaille. Ils sont réalloués au service à la personne, ils sont réalloués à l'entertainment, ils sont réalloués à des espaces collaboratifs, ils sont réalloués à de la cafétéria dès lors qu'elle n'existe pas. Et je suis tout à fait d'accord avec vos propos, madame, que le baby-foot ni la PlayStation n'est pas une solution, sauf cas exceptionnel où la Tour Europlaza, à la Défense, et je ne suis pas le bailleur, a dans ses locataires des sociétés plutôt créatrices de jeux vidéo. Et là, pour répondre aux attentes des utilisateurs, qui ont plutôt une moyenne d'âge entre 25 et 30 ans, c'est la moyenne d'âge du club, c'est parfait. Tout à fait.
Le bailleur, en l'occurrence, est sensible aux demandes des utilisateurs et se doit d'aller dans le sens du bien-être pour refédérer et recréer cette collaboration et cet esprit collaboratif au sein des locaux. Donc les 15%, l'exemple que je donnais au niveau des 150 mètres carrés, ça émane d'une impulsion de l'employeur qui doit être accompagné via un partenariat dès lors qu'il est conforme à l'obligation de délivrance dont je parlais tout à l'heure, conforme à la réglementation par le bailleur. Pourquoi ? Parce que c'est une thématique d'avenir qui fera que vos immeubles seront remplis, loués. Et on en revient à la thématique de la vacance, qui est peut-être la pire que nous rencontrons dans nos métiers. Sur la deuxième thématique du coworking, votre deuxième question, elle est intrinsèque, elle est située dans le modèle, elle est intégrée dès la base. Monsieur Philippe, en l'occurrence, qui a créé Wojo, vous en parlera bien mieux que moi. Et je préférais garder avec humilité le soin de lui laisser la possibilité de vous répondre. De mon point de vue, on n'a pas eu encore la chance d'acheter ou d'acquérir plutôt des actifs loués à un coworker, même si fut un temps, et vous le savez mieux que moi, c'était de très bons locataires, ça l'est toujours pour la plupart lorsque vous êtes chanceux. Et la valeur d'usage est un élément à la fois discrétionnaire, mais surtout décisif, puisque non plus à vendre des mètres carrés, vous vendez des postes, et vous vendez du plaisir, et vous vendez une thématique, un environnement, vous vendez une décoration, vous vendez un cadre de travail qui, exactement, j'entends expérience, mais qui doit inspirer et surtout amener vers de la créativité. C'est le but qui nous motive ce soir tous ensemble. Philippe, un mot peut-être sur le coworking. Ça, c'est fini, hein, c'est passé de mode, c'est mort tout ça, non? Pas tout à fait. Non, de mon point de vue, moi j'ai créé Wojo en 2014, c'était la première lame. C'est-à-dire voilà, des grands opérateurs qui prenaient des surfaces, globalement, qui commençaient à prendre des surfaces entre 3 000, 11 000 m², puis maintenant. Donc on est vraiment sur des opérateurs, des hôteliers qui ont fait de la prise à bail leur métier. Ils achètent en gros ce qu'ils vont relouer à la découpe. La seconde étape, c'est celle, de mon point de vue, qu'on est en train de vivre, c'est celle d'utilisateurs et de propriétaires qui se disent « mais je n'ai pas le choix, je dois rendre liquide mon actif. Et pour le rendre liquide, je vais intégrer tout ou partie du métier donc, de cet opérateur. » Et c'est ce qu'on a fait pour le groupe Vinci. On a créé leur Wojo privatif à l'intérieur de la 74 000 m². Ils ont 19 sièges sociaux, mais il n'y a qu'un seul preneur à bail. L'ensemble des sièges sociaux sont opérés au travers d'un contrat de prestation de service qui intègre les impôts, les taxes, les charges, exactement comme si c'était chez WeWork, chez Wojo, etc. Et avec cette dimension servicielle qui fait que, parce que c'est le premier item aujourd'hui des utilisateurs, y compris d'un siège social chez Vinci qui est lui-même à l'intérieur d'Archipel, c'est l'auto d'utilisation réelle des espaces qu'il a pris à bail, enfin qu'il n'a pas pris à bail, mais qu'il a pris au travers d'un contrat de prestation de service. C'est ça vraiment qui va être qui est déjà d'ailleurs le point d'inflexion, et donc qui génère une pression positive sur le métier d'opérateur, sur la gestion opérationnelle des actifs, qui est de notre point de vue beaucoup plus forte que ce qu'on connaissait il y a encore 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on accompagne par exemple le groupe Orange sur des espaces en région qui font 1000 m². Voilà. Et donc cette notion, ce qu'on compare, c'est pas. Alors bien sûr, on ne fait pas de la même façon, évidemment, l'analyse de la valeur d'usage et surtout les plans de remédiation derrière, mais on va retrouver les leviers, on va identifier les leviers pour redonner l'attractivité à un site qui est soit gardé, conservé en patrimoine, soit remis sur le marché, soit éventuellement arbitré, etc. Et ça, dès quelques centaines de mètres carrés. Alors, on ne compare pas les actifs, on va comparer la valeur d'usage de chacun des actifs. Et donc, ça, c'est un point important. Et l'autre point important qui a été signalé tout à l'heure, nous, de notre point de vue, on voit très peu de différence dans les comportements et dans la valeur d'usage qui est attendue de la part des actifs, que ce soit en Ile-de-France, que ce soit en région, en province, y compris, on accompagne les Crédits Agricoles sur Montauban, sur des petites villes, finalement, entre guillemets, des villes de 30 000 habitants, les demandes sont les mêmes, et on fait même un petit peu d'international. Seconde question, c'est sur les services. Le premier des services, de notre point de vue, celui, alors vous allez me dire, on est français, c'est vrai, mais on le voit quand même un peu partout aussi, y compris à l'international, le premier service, c'est la restauration. Alors, je dirais les restaurations. Et c'est ça qui a changé. C'est qu'auparavant, on était sur un monobloc, mono-érilleux, surtout sur les grands actifs, qui sont aujourd'hui des métiers qui ont énormément souffert. Et en même temps, effectivement, souffert par la volumétrie, par la décroissance de la volumétrie, justement liée à la faiblesse du taux d'occupation réel des bâtiments, d'une part, mais en même temps, on a une explosion des formules souhaitées, attendues par les différentes générations. Je donne juste quelques exemples. Aujourd'hui,
dans un certain nombre de bâtiments pour lesquels on accompagne les utilisateurs, par exemple, on voit bien qu'il y a un écart générationnel entre les moins de 30 ans et les plus de 30 ans en termes de restauration. À 16 heures, les moins de 30 ans goûtent. Ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'il faut adapter le modèle de la restauration à l'intérieur de l'actif pour pouvoir répondre, parce que c'est le levier d'attraction pour nos amis de Vinci, pour avoir un taux d'occupation réel des bâtiments à archipel de plus de 55% le vendredi. Il faut être très inventif dans les formules de restauration, y compris dans le volume sonore à midi, qui est dans l'espace principal. Il y a 6 restaurants en tout, etc., etc. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de formules, un certain nombre de personnes viennent avec leur plat aussi, parce qu'ils ne veulent pas salir. Il y a une consigne pour celui qui rentre, qui emmène, qui va manger à son poste ou ailleurs, à l'extérieur, etc. Enfin voilà, multiplicité des formules et, ça c'est le second point, ouverture sur l'extérieur. Ça, l'ouverture pour l'extérieur, quand le bâtiment le permet, eh bien, c'est quand même un levier extrêmement important de solidification finalement de la promesse restauration pour l'ensemble des résidents à l'intérieur de l'actif. Laurence, le goûter chez Pôle emploi, comment ça se passe? Alors moi j'ai plus de 30 ans et je goûte à chaque fois. Hein, donc non, mais je pense que c'est vrai, la restauration est aussi un des enjeux. Hein, on le voit, nous on a dû fermer des restaurants d'entreprise, interentreprises, parce que le modèle économique ne répond plus à ce que l'on a. Donc tu sous-traitais et les sous-traitants, oui, le contrat était cassé. Oui, tout à fait, ouais, et cassé par le restaurateur. Parce que c'était pas rentable pour lui. Le modèle économique ne tient plus en fait. Donc effectivement, quand vous étiez 600 couverts jour et qu'on passe à 150, et qu'on reste sur le même tarif à 3 €, ouais. Et en plus, les sushis, pour le restaurateur, ouais. Le sushi, il a mal vieilli. Hein, mais effectivement, ça pose un vrai sujet, en fait. Mais on a ce problème-là aussi pour tout ce qui est consommation type machine à café, distributeurs. Les distributeurs, aujourd'hui, nous disent ils arrêtent les contrats parce que c'est plus rentable. Quand vous aviez un distributeur, un bâtiment de 5 étages, un distributeur ou 2 par étage, aujourd'hui, un distributeur pour tout le bâtiment, j'exagère, mais suffirait. Ouais. Donc aujourd'hui, ça pose aussi une problématique. Et du coup, on vous dit, oui, mais faites revenir les collaborateurs. Oui, mais on n'a plus de restauration, on n'a plus de goûter, on n'a plus de machine à café. Donc, il faut créer un énorme bar à vin. Non. Alors voilà, mais là, on est dans les plus de 30 ans. Idée, voilà. Il y a plus de 30 ans, le bar à vin. Voilà. Mais non, c'est un vrai sujet. Et ça fait partie aussi de notre difficulté de ramener du monde au bâtiment, parce que vous ne les nourrissez plus, vous ne leur apportez plus forcément le confort, parce qu'effectivement, ils sont 2 dans le bâtiment. Il faut régler la GTB qui ne marche pas, comme l'a dit Philippe, la plupart du temps, ou en tout cas n'est pas optimale. C'est un vrai sujet qui est vraiment une problématique aujourd'hui. Et les instances s'en chargent aussi de nous le rappeler. C'est-à-dire qu'on on doit aux collaborateurs du confort, on doit de la qualité, etc. Et on nous dit, oh ben non, moi je ne viens pas, on ne revient plus au travail parce qu'on n'a plus tout ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, la grande problématique qu'on n'a peut-être pas suffisamment soulignée ce soir, c'est que non seulement il y a une réduction du taux d'occupation, taux de présence finalement des collaborateurs, d'une part, mais en plus il y a un écart type qui a profondément augmenté entre le lundi, le vendredi, le mercredi, le jeudi, le matin, le soir. Et effectivement, les itinérants et les moins itinérants, on a vraiment des fluctuations qui sont très importantes. Et donc du coup, on doit, avec les utilisateurs, et c'est toujours la question qui nous est posée, quel est le point bas ? Où est-ce qu'on met le point bas? Est-ce que c'est à moins 10, moins 15? Est-ce que c'est à moins 40? Est-ce que c'est à moins 60% des surfaces? Mais ce point bas-là, il vient immédiatement être contrebalancé par la programmation des usages. Je donne juste un exemple, ce qu'on a fait pour le groupe Mobivia à Lille, par exemple. Pré-Covid, 3 bâtiments, 17 000 m². Post-Covid, un bâtiment de trop. En BFA, donc les bâtiments l'ensemble bâtimentaire était déjà pris à bail. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré d'abord un socle serviciel à destination à la fois des résidents et de l'extérieur, d'une part, pour accueillir un certain nombre d'autres partenaires. On a créé un corp coworking. Le corp coworking, c'est finalement la capacité, en l'occurrence un des 3 bâtiments, d'accueillir des cousins, des membres de l'écosystème, des entreprises qui elles-mêmes vont pouvoir s'installer de façon plus ou moins durable au travers d'un contrat de prestation de service. Et ça permet de flexibiliser finalement l'usage qui est fait à l'intérieur du bâtiment. Et dans ce corp coworking, on intègre également des espaces qui sont plus mutualisables, notamment qui peuvent permettre d'accueillir des collaborateurs plus nomades parce qu'ils sont moins régulièrement présents sur site. Dit autrement, à l'intérieur d'un ensemble qui est forcément figé, qui est le bâtiment, il a ses mètres carrés, il a ses usages, eh bien on vient flexibiliser les modes d'utilisation, on vient multiplier les modes d'utilisation à l'intérieur du bâtiment. Et ce qui fera rester, voire venir d'ailleurs, les utilisateurs, grands ou petits, à l'intérieur des bâtiments tertiaires, c'est de savoir qu'ils peuvent bien vivre à l'intérieur.
hein, ne plus louer des surfaces inoccupées. Donc ni trop grand ni trop petit. Quand c'est trop petit, les collaborateurs ne viennent plus. Quand c'est trop grand, ils ne viennent pas non plus, etc. Donc il faut trouver et donc il faut avoir à la fois un actif qui soit flexible dans sa programmation des usages et dans ses contrats, et puis un propriétaire qui soit là aussi extrêmement à l'écoute de ses utilisateurs pour impulser cette dynamique de la flexibilité dans ces bâtiments. Mathieu, Nelson, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Philippe ? On remarque une tendance assez généralisée et qui émane notamment des tours à la Défense, d'avoir un business center au sein de... Vous avez des locaux, vous avez vos espaces privatifs, mais le bailleur propose également en complément, souvent dans les étages bas, des business centers qui permettent à des cadres ou non en mobilité de trouver l'espace collaboratif de travail requis au vu de retrouver les équipes et les visages familiers. Je fais une petite aparté sur votre question qui rejoint celle de monsieur précédemment, et merci pour celle-ci. La restauration, évidemment. Le business center étant désormais en 2, et c'est la raison pour laquelle je voulais faire la passerelle. Le 3, c'est la mobilité douce. Elle a passé le besoin d'avoir un auditorium dans un immeuble, notamment eu égard aux besoins de connectivité. On fait généralement, on aurait pu faire, bon, vous me direz c'est un peu compliqué, on est nombreux, mais tant mieux, bravo. Mais ça se fait également par Internet, ça se fait outre-Atlantique et très bien par caméra interposée. Mais oui, c'est la solution au titre bailleur que l'on observe, c'est d'avoir un business center ou des espaces flexibles de coworking, soit avec un prestat, en contrat de prestation de service, pas toujours en bailleur, format de locataire, soit avec un service qui est intégré dans les parties communes de l'immeuble, qui est donc refacturé dans les budgets auprès des utilisateurs et qui offre la possibilité à des entreprises comme la vôtre d'avoir des espaces dédiés, privatisables pour vos cadres ou non en mobilité. Nelson, on va le mettre où ce bulldozer alors ? Je rejoins de toute façon ce qui était dit jusqu'à présent, mais comme on le disait, quand on vient poser un cahier des charges d'un utilisateur sur un immeuble, au sein d'une entreprise, il y a forcément des populations qui sont plus itinérante que d'autres, et donc il faut pouvoir les intégrer dans une programmation intelligente de nature à ce que ces gens-là qui sont par nature vivent à l'extérieur de l'entreprise puissent pleinement trouver leur place au sein de la communauté qu'est l'entreprise et de leurs collègues de travail. Donc il y a un vrai travail sur les usages, sur la programmation des espaces, et effectivement si les immeubles sont efficients de ce point de vue-là, en tout cas présentent une sécabilité de nature à pouvoir justement flexibiliser ces espaces et intégrer ces personnels itinérants, c'est un point de plus pour le propriétaire pour capter potentiellement un locataire qui a encore une fois face à lui un choix pléthorique. Cette question est intéressante, on se l'est posée aussi. Ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de réduction de surface, c'est aussi pour répondre à cette problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est sur un bâtiment de 5 étages, les lundis et le vendredi, les étages sont complètement vides, alors qu'ils sont un peu plus suroccupés le mardi et au jeudi. Si vous appliquez ce diagnostic d'usage et la réduction de surface, je dirais qu'on va utiliser plus que 2 étages du lundi au vendredi. On a aussi cette flexibilité au niveau des collaborateurs. Donc, nous, on n'a pas de jour imposé. C'est aux directions, aux équipes de s'organiser sur le télétravail. Et effectivement, majoritairement, la plupart des gens prennent du mardi au jeudi. Soit vous prenez l'idée carrément de fermer le lundi et le vendredi, c'est-à-dire qu'on met les étages, on met le bâtiment en off. Ça, c'est une solution. Mais il y a toujours quelques personnes qui veulent venir le lundi et le vendredi. Et il y a des personnes qui n'ont pas de télétravail, qui ne souhaitent pas de télétravail. C'est aussi, nous, c'est pas imposé, c'est un choix. On parlait tout à l'heure, le monsieur parlait des itinérants. Nous, on a ce qu'on appelle des vacataires, où, comme on travaille sur tout le territoire national, on a nos agents. Moi, je travaille avec mes collaborateurs, ils sont sur tout le territoire. J'en ai à Arras, à Orléans, à Aix. Parfois, il faut qu'ils viennent aussi sur le site. Donc, la réflexion qu'on a eue avec ce diagnostic d'usage, c'était justement de voir auprès des collaborateurs quels usages ils en avaient. Et on a interviewé les collaborateurs du site, mais aussi les autres, puisqu'on a d'autres collaborateurs qui étaient là, et des prestataires. Ça a permis justement d'identifier ces itinérants, on va dire, et pas plus loin qu'avant-hier. Mon DG me dit, oui, mais alors, mes directeurs qui viennent de province, où est-ce que je les mets quand ils arrivent ? Ah oui, mais dans la valeur d'usage, on a identifié, s'ils viennent, c'est pour participer à une réunion, donc ils vont être dans une salle de réunion. S'ils viennent, c'est pour voir leurs équipes, donc ils vont être avec leurs collaborateurs. S'ils viennent, c'est pour parler avec le directeur, donc ils seront dans le bureau du directeur. Donc on optimise cette surface par rapport à l'usage qu'on en fait. Et donc les lundis au vendredi, pareil, je vous dis, soit on peut fermer les plateaux, soit en réduisant la surface. Et on a même, sur certains sites, on a privilégié de dire, on a 3 étages, et bien les lundis, vendredis, on ne les utilise pas. Il faut avoir une bonne GTB et des bons outils de pilotage, ça c'est vraiment essentiel. Et dans les leviers qu'on parlait tout à l'heure, je reviens sur l'exploitation et le digital, c'est essentiel. On s'est dit, les vendredis et vendredis, on ferme 2 étages.
Et on localise toutes les personnes au même endroit, sachant que le lundi et le vendredi, il y a beaucoup moins de monde. Voilà. Commentaire Mathieu, Nelson ou Philippe, réaction? Je vais me sentir obligé de dire que GTB, c'est la gestion technique du bâtiment. Vous l'avez entendu quand même plusieurs fois ce soir. Pour vous répondre, monsieur, à votre question, et merci infiniment encore une fois, on a un cas de figure assez similaire dernièrement où on a préféré offrir la possibilité allégée. Vous avez cité la réponse à votre question en parlant de flexibilité. Le contrat qui nous lie au locataire. Alléger la clause de sous-location, lui permettant d'avoir une thématique de flexibilité, de surcroît. Et je préfère cette option plutôt qu'à avoir un congé locatif parce que finalement les locaux loués ne correspondent plus aux attentes de mon utilisateur. Et en plus, je consolide la relation et je maintiens mon immeuble pleinement rempli par la possibilité d'offrir soit une sous-location interfiliale, soit une sous-location tiers qui est encadrée dans le cadre du contrat de bail, mais qui offre la possibilité à la fois sur le volet financier dont on parlait tout à l'heure, mais également sur le niveau d'occupation et donc de référence au taux d'usage, un plein emploi des mètres carrés qu'il n'occuperait plus du lundi au vendredi après-midi. On ne va pas les récupérer, nous, Mathieu, non, les gens. Hein, j'aimerais beaucoup vous répondre avec le concours des pouvoirs publics, puisque la thématique se joue à échelle du législateur. La possibilité, on parle de destruction d'emplois, donc on va finalement parler de mètres carrés non occupés, d'actifs qui vont devenir obsolètes. Le réemploi de ces actifs, on est sur une thématique de bâti existant. On imagine ces immeubles des années 70-80 dans lesquels il y a des problématiques et des typologies un peu compliquées, notamment l'amiante, qui sont des vocations qu'on a, en tout cas des qualités de matériaux qu'on a tendance aujourd'hui à supprimer et à combattre. Ces immeubles aujourd'hui ont une limite, c'est leur méthodologie de construction. Mais l'aide des pouvoirs publics permettant d'ouvrir le scope d'un multiclasse, d'un actif multi-typologie, on imaginerait dans un immeuble un peu rincé des années 70-80 un socle, qu'il soit retail ou coworking, mais ce flux d'accessibilité au public, puis du bureau standard dans les étages médians et dans le monde des plus fous, mais j'y crois vraiment, de l'hôtellerie ou en tout cas du résidentiel dans des étages élevés, tout ça indépendant les uns des autres, mais je pense qu'il y a une thématique d'avenir là-dessus, eu égard aux prémices négatives que vous venez de nous annoncer en cette fin de réunion, mais on y croit fort. Nelson, le suicide, c'est pour quand alors? Le suicide. Je ne sais pas s'il y aura suicide, mais en tout cas, on peut, sans attendre l'impact de ChatGPT, se dire qu'il y a déjà trop de mètres carrés sur le marché de l'Île-de-France. Hein. Donc, il y a certains secteurs qui présentent des taux de vacances supérieurs à 20%, donc ce qui est quand même colossal. Hein. Ça représente, sur certains secteurs de France, près de 5 ans de demande exprimée en termes de stock de bureaux vacants. Donc l'avenir de ces immeubles de bureaux, c'est quel est-il? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut transformer une partie de ce parc? Enfin, réfléchir autour de cette thématique. Et il est vrai que pour les investisseurs, que représente notamment Mathieu, c'est un vrai changement de paradigme, hein, ces impacts de l'intelligence artificielle sur nos métiers tertiaires demain. Mais d'ores et déjà, on a une problématique aujourd'hui, sans attendre celle-ci, mais qui viendra accentuer, bien évidemment, celle que nous vivons actuellement. Laurence? Et après la synthèse et la conclusion de Philippe. Je me dis que ça va faire beaucoup de monde chez nous, hein, derrière la porte. Donc si on pouvait être un peu plus optimiste, je préférerais. Non, mais on ne fera plus poser de questions, c'est fini. Hein, pour les recevoir, j'occuperai un peu plus de mètres carrés. Hein, donc, voilà, moi je trouve ça plutôt positif. On sera là pour vous accompagner. Voilà, on aura. Non, que vous dire sur ce point-là. Enfin. L'usage du mètre carré, je pense que c'est du bon sens. Faut arrêter de raisonner mathématiques. Faut revenir au bon sens, revenir au sens, donner du sens en fait, avoir sur cette stratégie immobilière, donner du sens sur notre stratégie immobilière. Ça, je pense que c'est l'essentiel. On ne peut l'avoir que en travaillant sur cette méthode, parce que je pense que le diagnostic de performance d'usage est avant tout une méthode, une démarche qu'on peut utiliser avec un référentiel qui s'applique à toute entreprise, pas uniquement publique et privée, mais et de n'importe quelle taille. Tout à l'heure, le monsieur avait un petit site, 1000 m², nous on a 52 000, enfin presque 1 million tout le territoire. Ça s'applique à tout. Ça nous donne des bases, ça nous donne les fondements, une fondation au moins, comme le bâtiment. Hein, les bases d'un bâtiment, c'est sa fondation. Donc ça donne le socle, je pense, sur cette stratégie, ça donne le socle sur ce référentiel, et ça nous permet justement de pouvoir réaménager les bâtiments dans le cadre des 3 items qu'on disait, réduction
bien sûr de surface, réduction des coûts, en tout cas optimisation des coûts, côté RSE aussi, de donner un sens à la RSE. J'entendais encore ce matin aux actualités où on dit les éleveurs vont devoir réduire leur cheptel bovin pour la consommation. Et alors je me suis dit, c'est presque une aberration. Enfin, je veux dire, je pense que les immeubles qui sont allumés H24, les tours de la défense ou même nos bâtiments à nous qui ne sont pas utilisés consomment certainement plus et polluent beaucoup plus qu'un bovin, je pense. Donc je pense qu'on a un gros travail là-dessus. Mais voilà, pour moi, ça a vraiment une valeur du sens. C'est donner une analyse de notre existant sur l'usage, en faire une projection, en faire une expression de nos besoins et donc de se rallier à cette expression et la mettre en application. C'est vrai que, de notre point de vue, on aborde une situation tout à fait inédite. L'immobilier, par nature, est cyclique. Mais là, c'est quand même assez inédit. Inédit par son ampleur, parce ce soir, on parlait de tertiaire, on pourrait aussi parler de résidentiel ou d'autres produits, etc. Donc on voit bien que là, il y a une logique aujourd'hui de transformation extrêmement profonde, structurelle, du mode de consommation de l'immobilier, notamment tertiaire. Dans une logique, on l'a dit ce soir, peut-être un mot posé, de suroffre qui peut être assez notable, 10, 15%, 30%, peut-être plus. Aujourd'hui, nul ne sait. Et nous, notre logique, et c'est plutôt un message d'espoir d'ailleurs, c'est un moment assez incroyable de faire la différence entre des bons produits et des moins bons produits. Parce qu'aujourd'hui, les clients, les collaborateurs, les résidents, les utilisateurs sont demandeurs de bons produits et ils sont prêts à payer pour ça. Parce que c'est leur nécessité aujourd'hui. Ils ont besoin de réembarquer leurs collaborateurs. Mais ils ne veulent pas le faire à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition et pour n'importe quel actif. Et pour n'importe quelle surface. Et donc ils ont besoin d'avoir une vision réelle, tangible, factuelle, transparente aussi dans la relation avec le propriétaire, qui leur permet vraiment de se projeter dans l'utilisation qu'ils feront de leurs actifs. La valeur d'usage est là pour ça. C'est un des critères, ce n'est pas le seul, mais en tout cas c'est celui qui va permettre de vraiment tangibiliser les discussions, les échanges en interne dans l'entreprise et en externe avec le propriétaire. Et puis petit mot d'espoir aussi, on le disait tout à l'heure, beaucoup de diagnostics de performance d'usage en Ile-de-France aussi, et notamment sur des actifs très anciens, haussmanniens en particulier. Ils ont 150 ans, ils sont parmi les les actifs ayant la valeur d'usage la plus élevée. J'oserais dire qu'il faut aussi peut-être se poser quelques questions sur le mode de conception, et je viens aussi d'un constructeur immobilier, mais le mode de conception et de construction des actifs actuels, dont on dit aujourd'hui qu'on les a construits dans les années 90-2000 et qu'ils sont rincés. Ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité vraiment de transformer ce parc qui, pour certains actifs, est effectivement obsolète. On va le transformer en autre chose, mais c'est pour reconstruire autre chose. Et cette reconstruction, elle devra se faire selon des règles aujourd'hui qui seront, de mon point de vue, beaucoup plus draconiennes en termes d'utilisation des matières premières et puis globalement d'ailleurs des ressources qui sont mises à notre disposition.